à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'update lecture du mois de mars. Au mois de mars, j'ai lu 12 livres. Ce qui pour moi est beaucoup, je tiens quand même à l'annoncer, je pense que c'est quand même un bon score. Donc déjà sur ces 12 livres, il y en a 5 que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui puisque ce sont une trilogie et une duologie coup de cœur, donc je vais juste vous les montrer et je ferai 2 vidéos beaucoup plus approfondies. Le premier livre que j'ai lu au mois de mars, c'est Milk and Honey de Rupi Kaur. C'est un recueil de poésie moderne composé de petits poèmes, petits ou moins petits, dans ce style-là, voilà, avec parfois des dessins qui retracent la vie compliquée d'une jeune femme de nos jours. Je dois avouer que ma préférence va toujours à The Princess Saves Herself in This One, mais Milk and Honey m'a beaucoup touchée, j'ai beaucoup aimé les petits poèmes sur le fait d'être soi-même et de réussir à s'illuminer tout seul et à être et à pas avoir besoin de quelqu'un pour être complet et heureux, etc. C'est ça qui m'a le plus touchée et j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai ensuite lu un livre que j'avais eu à Noël, il s'agit de Gone Baby Gone de Dennis Lehane, qui est le tome 4 des chroniques de Kenzie et Gennaro, qui sont 2 détectives privés qui font des enquêtes et pendant 6 tomes, si je me souviens bien, Dennis Lehane les utilise comme personnages principaux. J'avais lu le tome 5 l'année dernière et c'était dans mon top 16 de 2016, donc j'avais hâte de me plonger dans Gone Baby Gone. Le titre est assez ironique puisque c'est l'histoire d'une petite fille qui est enlevée, qui disparaît et le principe c'est que Kenzie et Gennaro vont devoir la retrouver. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on creuse vraiment les personnages, ils ont vraiment une présence bien à eux et on est aussi dans leurs problèmes de couple, dans la complexité de leur vie. Le seul problème, c'est qu'il y a à peu près 500 pages, vous voyez, c'est quand même une petite brique, plus ou moins. Et les 350 premières pages étaient vraiment très lentes. Les 150 dernières pages, je me suis dit, oh mon dieu, ça commence enfin à s'accélérer, on commence à comprendre que un tel n'est pas celui qu'on croyait et que peut-être qu'elle est à cet endroit, etc. En tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça accélère un peu avant. Du coup, les 150 dernières pages de Gone Baby Gone, je les ai utilisées pour le week-end à lire, où je m'étais fixé 1000 pages, que j'ai réussi à tenir. Et donc, le deuxième livre que j'ai lu pendant le week-end à lire, c'était l'énorme Endgame, tome 2. Je ne pense pas vous spoiler en vous disant qu'il y a 3 clés à trouver dans le jeu d'Endgame et évidemment à la fin du tome 1 la première clé est trouvée et dans ce deuxième tome il s'intéresse plus particulièrement à la clé de la Terre. C'est toujours le même principe, ce sont ces jeunes gens qui sont des compétiteurs d'Endgame. Ils descendent tous d'une lignée particulière et pour faire gagner leur lignée il faut qu'il joue à Endgame, mais ce jeu est un peu particulier parce qu'il faut tuer ses adversaires, se balader d'un bout à l'autre de la Terre et trouver les fameuses clés. Tout ça évidemment organisé par des puissances extraterrestres dont c'est pas vraiment clair. Mais on comprend bien que ce sont eux qui ont créé l'humanité et ils reviennent pour leur dire bon eh bien on va essayer d'éliminer un petit peu tout ce qui nous gêne de la Terre et il restera une seule lignée. J'ai trouvé ce tome 2 toujours aussi intéressant, le tome 1 m'avait bien intéressé. Je trouve que ça change un peu. J'aime beaucoup la dynamique des personnages parce qu'on a beau être dans un récit quand même apocalyptique, on ne tombe pas dans le cliché. Soit de la romance cucu en plein milieu de l'apocalypse. Il peut y avoir des romances, mais le principe de l'apocalypse reste toujours dans leur tête. J'ai hâte de lire le tome 3, on verra, hein, parce que les 2 premiers tomes m'ont été prêtés. C'est vrai que si j'achète le tome 3 et que j'ai que le tome 3, ça va faire un petit peu tâche. J'ai continué mon week-end à lire avec le tome 1 de The Mortal Instruments, les origines, qui est l'ange mécanique. Et donc c'est à ce moment-là que je vais vous dire et non, voilà, je ne vous en parle pas puisque du coup j'ai lu les 3 tomes des origines de Cassandra Clare et je crois qu'en anglais c'est Infernal Devices. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on est à Londres dans la fin du 19e siècle, vers les années 1870 et c'est l'histoire de Tessa qui arrive d'Amérique pour par la demande de son frère qui est déjà ici, mais quand elle arrive elle se fait piéger. Et on lui apprend à contrôler un pouvoir qui lui permet de transformer son apparence. Elle réalise donc qu'elle est une créature obscure et ensuite elle rencontre
des chasseurs d'ombre et sa vie en est changée à jamais. J'ai lu en lecture commune avec Marion de la chaîne Entre les lignes Six of Crows de Leigh Bardugo et j'ai enchaîné avec ce que vous voyez là, Crooked Kingdom, toujours de Leigh Bardugo. C'est une duologie que j'ai totalement adorée, une duologie coup de cœur de la vie de la mort. L'histoire de 6 jeunes gens dans une ville qui s'appelle Ketterdam. Ils sont tous très différents mais ils sont tous unis sous une même bannière, c'est-à-dire aller chercher un scientifique qui est dans la Ice Court, qui est une espèce de prison super surveillée. Voilà, on dirait Game of Thrones qui rencontre Ocean's Eleven. Donc j'ai adoré. Ensuite, puisque je l'ai dit dans mon bilan de série de mars, mais c'était les 20 ans de Buffy contre les vampires, j'avais ce livre dans ma palle depuis déjà 2 ans. J'ai donc décidé de lire le philo-série sur Buffy. Un livre qui mêle philosophie et analyse de Buffy contre les vampires. Il y a donc plein de thèmes comme les rites de passage surtout qu'il y a dans Buffy, la confiance accordée aux adultes, est-ce que Buffy a marqué toute une génération, etc. La réponse est oui, effectivement. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où ça partait un peu loin et alors que je suis pas la plus nulle et la moins instruite en philo, il y avait des moments quand même où j'aurais bien aimé qu'on fasse plus de rapport avec Buffy. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture et ça m'a aidé à avoir une vision plus éclairée de la série. Très récemment, j'ai lu sous les conseils de Pauline du compte Bookstagram Marque-Page I'll Give You the Sun de Jandy Nelson, qui est l'histoire de Jude et Noah qui sont ces jumeaux inséparables à 13 ans. On les retrouve ensuite 3 ans plus tard à 16 ans et ils ne se parlent presque plus. On va découvrir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. J'aime beaucoup parce que c'est divisé en 2 parties, mais c'est une alternance de chapitres, alternance entre Jude et Noah. Noah qui raconte l'histoire quand ils ont 13 ans et Jude qui raconte l'histoire quand ils ont 16 ans. Et c'est intéressant parce que du coup, chacun a une version et ne connaît pas la version de l'autre, ne sait pas comment l'autre se sent. Et donc on est tout le temps en train de se poser des questions, de se dire alors en fait là, donc l'autre a fait ça, mais après il dit qu'en fait il ne l'a pas fait, donc est-ce qu'il l'a fait et pourquoi l'autre pense qu'il l'a fait. C'est super poignant, c'est plein de beaux messages. J'ai adoré l'univers de Noah quand il avait 13 ans, je me suis beaucoup reconnue en lui, j'avais beaucoup de compassion pour lui, je l'ai adoré. Et ce qui est drôle c'est que mon personnage préféré à 16 ans c'était Jude. L'auteur arrive à nous ressentir de la compassion, beaucoup de compassion pour ses personnages. La seule chose qui m'a déçue c'est qu'il y a 2 romances principales, celle de Noah, celle de Jude, et je trouve que celle de Noah se termine d'une manière étrange et résolue comme ça. J'ai l'impression que l'auteur avait un peu la flemme de faire une vraie résolution et qu'elle a dit bah en une page voilà c'est plié. J'ai plein de petits papiers, ça veut dire qu'il y a plein de citations que j'ai adorées et ça fait quand même partie d'une de mes plus belles découvertes de ce début d'année 2017. Puisque La Belle et la Bête est sortie au cinéma, j'ai décidé de me plonger dans le conte original de Madame de Villeneuve, de La Belle et la Bête, et je dois vous dire tout de suite, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir avec le dessin animé Disney et l'adaptation là du dessin animé en animation. C'est vrai que la couverture du livre fait penser au film français qui est sorti il y a 2 ans et en fait le film était beaucoup plus fidèle au conte. C'est peut-être pour ça que je l'ai moins aimé d'ailleurs, parce que moi ce que j'ai aimé c'est le dessin animé. Ce qui était très étrange c'est que bah évidemment il n'y a pas d'objet qui parle, mais il y a des singes et des perroquets qui servent Belle. Ça m'a beaucoup perturbée. Le fait aussi que la bête vienne lui dire tous les soirs « Voulez-vous coucher avec moi ?» J'étais d'accord, très bien. Je sais qu'il a été écrit par Madame de Villeneuve pour les jeunes femmes qui doivent épouser un mari qui ne les attire pas du tout de base et pour les convaincre qu'il y a du bon en la personne qu'elles ont épousée et qu'il faut en gros qu'elles s'accrochent et qu'elles essayent de voir s'il a des qualités, etc. Mais c'est vrai que vers la fin, avec toute cette histoire de fées, de rois, de princesses volées, etc. Parce qu'en fait Belle est une princesse issue d'une fée et d'un roi, gna 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 gna. En fait c'est la cousine de la bête. Et donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on peut se demander s'il n'y a pas un propos politique puisque la reine,
la mère de la bête est encore en vie. Et quand son fils se retransforme, elle arrive et elle ne veut pas du tout qu'il se marie avec la belle, puisque c'est une roturière, très clairement. Et elle est en mode, je m'en fous de ses vertus, je m'en fous qu'elle ait pu voir ton cœur, je m'en balance gravement. Je veux que t'épouses une princesse. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant d'éclairer un peu cette façon de penser, d'avoir un propos un peu plus politique aussi. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est How I Live Now de Meg Rossoff. C'est une relecture que je fais dans le cadre du challenge Relis tes favoris organisé par Pauline du compte Bookstagram Marque-Page. Je parle tout le temps d'elle, c'est horrible. Je suis en train de le relire, mais il reste encore 3 jours au mois de mars, donc je pense que je l'aurai terminé. Pour l'instant, je dois vous le dire, la magie est toujours là. Je suis à fond, j'adore. Mon cœur est transporté. C'est l'histoire de Daisy qui va passer l'été chez ses cousins anglais qu'elle n'a jamais vus. Et pendant qu'elle est chez ses cousins anglais, la 3e guerre mondiale éclate. Basically. Je ne vous en dis pas trop parce que c'est un livre que j'ai découvert totalement par hasard quand j'étais très jeune. Et j'ai bien aimé ne pas le découvrir en ayant trop d'indices. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture de mars. C'était un update lecture très long, mais j'ai lu beaucoup de livres. J'espère que ça vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!